notre invité politique ce matin, c'est Aurélien Pradier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été réélu dimanche, député du Lot. Oui. Félicitations. Merci. Et vous êtes secrétaire général des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Perrin. Bonjour. Aurélien Pradier, vous avez évidemment écouté Emmanuel Macron hier soir, 3 jours après la perte de sa majorité absolue. Il s'est adressé aux Français à 20h pendant 8 minutes. Est-ce que pour vous, il a entendu, il a compris le message des urnes ? Je n'ai pas bien compris ce qu'il aurait compris. Quelle est la situation aujourd'hui ? Un pays qui s'annonce difficile à gouverner, un Emmanuel Macron qui considère que rien n'est atteint dans sa légitimité politique, alors que les Français lui ont adressé un message très clair en disant que c'était ses choix politiques qu'il contestait profondément dans cette élection législative. Et ça veut dire que sa légitimité politique est atteinte pour vous ? Évidemment, lorsque vous êtes président de la République dans un quinquennat où une élection présidentielle est suivie immédiatement d'une élection législative, vous tirez votre légitimité institutionnelle de l'élection présidentielle, mais votre légitimité politique, vous la tirez du Parlement, de l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas aujourd'hui. Il aurait dû remettre en cause son projet. Hier soir, très clairement, on n'a pas senti d'inflexion majeure sur son projet présidentiel. Il a fixé un cadre très, très clair, celui de son projet de sortie des urnes. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû tout de suite donner des gages ? Évidemment, parce qu'il n'a pas compris que les Françaises et les Français l'avaient élu pour des raisons diverses et variées, notamment parce qu'il s'était retrouvé face à Marine Le Pen, qu'il avait totalement organisé cela, politiquement d'ailleurs, avec un certain cynisme depuis plusieurs mois, mais qu'il ne l'avait pas élu sur son projet politique. C'est ça la forme d'imposture, la forme d'incompréhension qu'il y a. Et ce qui m'a le plus frappé en réalité, c'est qu'il persiste dans une démarche politique qui, à mon sens, nous a conduit à cette assemblée ingouvernable. Cette démarche politique, c'est le dépassement. Vous l'avez entendu hier, à nouveau dire « j'ai bien compris » que les Françaises et les Français voulaient encore plus de dépassement politique. Pour vous, ce n'est pas vrai ? Non, et c'est même l'exact inverse. Et c'est là que, pardon de vous le dire aussi brutalement, mais il ne comprend rien. Parce que déconnecté sûrement des réalités, parce que ne sentant pas le pays, ce que les Français lui ont dit dimanche dernier, c'est qu'ils voulaient à nouveau qu'il y ait des convictions politiques dans notre pays. Ils ne voulaient pas de cette espèce d'agglomérat incompréhensible qui fait que lorsqu'on rentre en Macronie, on abandonne ceux qui y rentrent en tous les cas abandonnent leurs convictions. Le dépassement politique. Et je le dis à nos auditeurs qui peut-être doivent se dire c'est quand même bien le dépassement politique, ça évite les chamailleries politiques. Mais quand vous évitez le débat politique sur le fond, quand vous tentez d'effacer les convictions, vous en venez à n'avoir au final que les extrêmes qui incarnent quelque chose. Et cela, c'est la responsabilité politique majeure d'Emmanuel Macron. En voulant organiser le dépassement politique qui a été séduisant pour une partie des Françaises et des Français il y a quelques années, il a organisé le désordre politique. Notre démocratie a besoin de repères. Mais juste un mot au retour des clivages droite-gauche très clairs au sein de l'Assemblée nationale. J'appelle au retour des clivages politiques. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Et vous savez, quand je disais cela il y a 5 ans, je prêchais dans le désert. Les Français avaient élu un jeune président de la République, considéraient que c'était formidable, il n'y aurait plus de débat politique, qu'au fond tout le monde se mettrait d'accord en claquant des doigts. Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est pas la chamaillerie, mais la politique, c'est avoir des convictions différentes. D'ailleurs, parfois pour réussir à aller vers un objectif commun. Les grandes coalitions allemandes dont on nous parle beaucoup aujourd'hui, c'est quoi ? Les grandes coalitions allemandes, c'est pas l'effacement des clivages. C'est simplement sur certains sujets être capable de se mettre d'accord. C'est ce que nous avons réclamé depuis 5 ans. Enfin, moi, je suis député j'ai été député les 5 années passées. Combien de fois avons-nous fait des dizaines, des centaines, des milliers de propositions au gouvernement qu'il les a toujours refusées ? Et donc, je le dis à Emmanuel Macron, si vous n'avez pas compris, Monsieur le Président de la République, que le dépassement des clivages, c'était la mort lente et confortable de notre démocratie, alors vous n'avez rien compris à ce qui se passe dans le pays. Bon, mais sur la manière dont on peut gouverner maintenant, lui, il dit nous devons apprendre à gouverner et à légiférer différemment. Il dit la responsabilité de la majorité, c'est de s'élargir soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Le contrat de coalition, vous l'avez refusé. Est-ce que du coup, vous êtes prêt à construire des majorités texte par texte avec lui et comment ? Peut-être expliquons-nous sur le contrat de coalition. Alors d'abord, je déteste un peu cette époque où on nous envoie des phrases, des mots qui paraissent très beaux, coalition, compromis, etc. Bon, concrètement, c'est quoi ? Le contrat de coalition, c'est l'idée que l'on gouverne avec Emmanuel Macron. Je le refuse.
pas par sectarisme, pas par réflexe primaire. Je le refuse parce que son projet politique n'est pas le mien. C'est quand même mon droit le plus strict de ne pas épouser le projet politique d'Emmanuel Macron. Il y a bien des sujets sur lesquels nous n'avons pas la même vision de la société. Et donc je refuse de gouverner avec quelqu'un qui n'a pas la même vision de la société que moi. Et il devrait d'ailleurs refuser de le faire avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que lui. Donc ce contrat de coalition, nous l'avons refusé parce que non seulement c'est un non-sens au regard de nos idées et de nos valeurs, mais en plus, je le redis, c'est ce qui nous amènera encore un peu plus vers l'abîme. Lorsque Jacques Chirac... Excusez-moi, M. Pradier, mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que ce qui est en vigueur dans beaucoup de démocraties européennes, et qui finalement fonctionne, c'est-à-dire des contrats qui permettent au sein d'un gouvernement d'allier des partis qui gardent pourtant leur identité, n'est absolument pas possible en France. Non, et vous vous trompez sur la comparaison. Elle est un peu expéditive. D'abord, on a peu de temps. Vous avez raison. Mais les pays dont vous parlez n'ont pas les mêmes régimes électoraux que nous. Les députés ne sont pas élus de la même manière. Les députés n'ont pas les mêmes missions. Les collectivités locales, dans ces pays-là, ont des responsabilités, y compris législatives, que nous n'avons pas dans notre propre pays. Bref, arrêtons avec ces comparaisons-là. Notre République, notre 5e République, notre démocratie n'est pas la démocratie suisse. Et pour tout vous dire, je n'ai pas très envie qu'elle le devienne. Nous avons un tempérament français, une démocratie française qui doit s'assumer comme telle. Je vous disais tout à l'heure que lorsque Jacques Chirac est élu au 2e tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, se pose à l'époque pour lui la question de faire un gouvernement de coalition. Il le refuse. À l'époque, on le critique. Et Jacques Chirac dit la chose suivante, qui désormais est une vérité. Il dit, si je le fais, dans quelques années, il n'y aura plus que les extrêmes pour faire la différence. Il avait raison. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est exactement cela. Et donc, il y a une nécessité un peu difficile pour la droite républicaine à résister à l'ère du temps qui consisterait à nous pousser dans les bras ou des extrêmes ou des raisonnables que seraient... Mais juste un mot là-dessus. La montée des extrêmes, c'est uniquement Emmanuel Macron. C'est pas aussi l'affaiblissement des partis traditionnels et notamment de la droite qui aujourd'hui n'ont pas apporté les candidats et les réponses à ses électeurs. Il y a 3 choses. On a passé un peu sous silence ce que vous m'avez souvent entendu dénoncer, qui était la pratique du débauchage politique. Vous savez, à chaque fois qu'Emmanuel Macron est allé faire une prise de guerre, est allé débaucher quelqu'un qui a trahi sa famille politique, à chaque fois on a considéré que c'était formidable. Hein, ça distrayait notre vie politique. Et je pense que ça a fait un mal extraordinaire à la vie publique. Vous m'avez souvent entendu dire qu'au-delà de la traîtrise individuelle, que je déteste, il y avait aussi le fait que ceux qui trahissaient leur famille politique pour un gyrophare sur la voiture faisaient du mal à la démocratie. Nous y sommes aujourd'hui. Et par ailleurs, j'ajoute que sûrement, vous avez raison de dire que dans cet espace-là, ce qui nous a affaiblis, c'est d'abord les attaques permanentes d'Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse, non pas de porter un projet politique, mais d'affaiblir les autres pour faire le ménage. Et je suis d'accord avec vous, quitte à perturber ceux qui vont nous écouter, pour dire que derrière le vote RN et NUPS, il n'y a pas que du désespoir. Il y a aussi un espoir. L'espoir de vraies convictions politiques, que d'autres n'incarnent plus, et l'espoir de retourner la table. Parce que oui, sur bien des sujets, il va falloir retourner la table. Je n'ai pas les mêmes remèdes que la France insoumise ou le Rassemblement national. Mais je sais que sur l'écologie, sur le travail, sur les salaires, sur la pauvreté, sur le handicap, nous avons besoin de retourner la table. Reste, M. Pradier, que donc vous refusez la coalition, on l'a bien saisi. Qu'en est-il d'une négociation, texte par texte, pour avancer ? C'est ce que nous faisons depuis 5 ans. Et qui, aujourd'hui, l'a refusé depuis 5 ans ? Ce n'est pas nous, c'est Emmanuel Macron. Je vous prends 2 exemples très concrets. J'ai bataillé à l'Assemblée nationale pour porter une loi contre les violences conjugales. J'ai souhaité à l'époque que dans cette loi soit intégrée une mesure pour créer une juridiction spécialisée pour protéger mieux les femmes et les enfants victimes de violences. Ça a été refusé par le gouvernement. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons une majorité pour le faire. Et nous allons le proposer. J'ai été un de ceux qui a porté la proposition de déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. À l'époque, qui l'a refusé ? Le président de la République et son gouvernement. Aujourd'hui, nous avons une majorité parlementaire pour le faire et nous allons faire des propositions. Sur la question du prix des carburants, nous bataillons pour détaxer massivement les carburants et arriver à 1,50 € maximum. Qui l'a refusé depuis plusieurs mois ? Emmanuel Macron, nous allons le proposer. C'est sur cela que les choses se font. Donc si on comprend bien, vous dites, contrairement à ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron hier, la balle n'est pas dans notre camp, elle est dans le camp du président de la République. Évidemment. Il a essayé de vous faire porter une responsabilité pour vous ? Oui, mais enfin, la ficelle est un peu grosse. Quand il dit « il va nous falloir inventer une nouvelle manière de gouverner », non, excusez-moi, Monsieur le Président de la République, mais il va vous falloir inventer une nouvelle manière de gouverner. Et cette manière, nous la connaissons. Toutes les propositions que j'ai évoquées à l'instant, nous allons les poser sur la table dès la semaine prochaine.
dès la semaine prochaine, les Françaises et les Français auront le détail de ce que les Républicains nous proposons pour faire avancer le pays. De quelle manière ? Nous allons formellement travailler avec notre nouveau président du groupe, Olivier Marleix, à la définition d'une série de propositions en disant, si vous voulez avancer sur ces sujets, évidemment que nous sommes là pour avancer. Mais jamais ne nous demander de nous compromettre dans un gouvernement commun. Juste un mot, parce qu'il y a quand même un texte fondateur, c'est le budget. C'est généralement là qu'on voit qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité. Est-ce que selon ce que contient ce budget, vous pourriez le voter ? Oui, votre phrase est correcte, selon ce que contient ce budget, mais je ne sais pas ce que contient ce budget. C'est ce que dit Olivier Marleix, nouveau président du groupe LR, qui dit pas de chèque en blanc et qui finalement renvoie aussi la balle de la responsabilité à Emmanuel Macron en disant mais avant tout, donnez-nous un projet très clair. Mais, bien sûr, parce que pour l'instant, pardon, mais on enfile des perles en se disant est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord, est-ce qu'on est favorable à l'intérêt général, est-ce que oui, d'accord, mais concrètement, c'est quoi ? Je le redis, sur l'allocation adulte handicapé. Monsieur le Président de la République, vous êtes prêt, dans les 3 semaines qui viennent, à déconjugaliser l'allocation adulte handicapé ? Sur les violences conjugales, vous êtes prêt, Monsieur le Président de la République, dans les 3 semaines, à créer la juridiction spécialisée ? Vous êtes prêt à faire revenir à 1,50 €, à 1,50 €? Non, pas une liste de courses. Une liste de mesures qui peuvent changer la vie des Français. Moi, je ne suis pas député pour faire les courses ou pour faire de la politique politicienne. Je suis député pour changer la vie de mes concitoyens. Quand le président de la République dit que ces majorités doivent se construire texte par texte, est-ce que ces majorités, elles peuvent se construire, selon vous, avec le Rassemblement national ? C'est une vraie question que je me pose, personnellement. Je m'inquiète de la banalisation de ce que je considère comme des extrêmes. Je considère que le Rassemblement national est un parti extrême. Je ne parle pas des électeurs, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, je dis très librement que les électeurs qui votent RN ne sont pas qu'en colère. Ils attendent aussi quelque chose. Il y a aussi un espoir qu'il nous faut entendre, nous, la droite républicaine, pour nous rebâtir. Je considère que la France insoumise est un parti extrémiste et je considère que l'un comme l'autre ont des difficultés réelles avec les valeurs républicaines, et notamment la France insoumise. Mais ça vaut pour le Rassemblement national. Et donc l'idée demain de mêler mes voix à celles de partis d'extrême me pose une vraie question. Ce que je voudrais, c'est que la droite républicaine soit suffisamment forte pour ne pas avoir à se poser ces questions-là. Et pourtant, vous allez devoir vous la poser, cette question. Je pense évidemment à l'élection du président de la commission des finances, qui revient normalement au premier groupe d'opposition. Ça, c'est plutôt quelque chose de traditionnel. C'est un vote qui va donner lieu à l'élection, soit a priori d'un représentant du Rassemblement national ou de la France insoumise. Quelle sera votre position ? Moi, vous ne me ferez jamais mettre un bulletin dans l'urne qui soit pour la France insoumise ou pour le Rassemblement national. Voilà. Excusez-moi, mais moi je suis un garçon assez basique. Et je considère qu'aucun des deux n'appartient à mes valeurs politiques. Mais qui doit présider la commission des finances pour vous ? En l'espèce, ça c'est une décision que la majorité doit... Gérard Larcher, lui, hier, dans le Parisien, il a dit c'est le Rassemblement national. Il a raison dans une logique institutionnelle. Bon, une fois qu'on a passé la logique institutionnelle, il y a le moment où chaque député prend un bulletin, met un nom dessus et le glisse dans le... Oui, mais vous le savez... Est-ce qu'il pourrait y avoir un barrage, avec la majorité présidentielle et les Républicains, pour que ce soit un membre des Républicains qui préside la Commission des finances et non un membre de LFI ou du Rassemblement national ? C'est une question que l'on s'est posée en réunion de groupe la semaine dernière, que nous allons nous reposer la semaine prochaine. Peut-être qu'il faut que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent ce qu'est la présidence de la Commission des finances. Lorsque vous présidez la Commission des finances, vous le faites en toute indépendance à l'égard de qui que ce soit. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes élu par les voix des uns et des autres que vous devenez les serviteurs des uns et des autres. Le président ou la future présidente de la Commission des finances a une liberté totale pour faire des investigations, y compris contre le gouvernement. Et donc, c'est sur ce sujet-là qu'il faut que l'on regarde. Est-ce que c'est un levier démocratique suffisamment puissant pour aller, y compris, titiller le gouvernement ou lui demander des comptes sur des sujets sur lesquels il ne veut pas rendre des comptes ? Et auquel cas, pourquoi pas ne l'assurer nous-mêmes ? Mais tout ça est dans la balle, cette balle-là, elle est dans le camp de la majorité. Vous savez que Emmanuel Macron et ses amis se débrouillent un peu avec leurs problèmes. La majorité n'est pas censée prendre part au vote. C'est plutôt c'est un usage. Hein. C'est pas dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc vous leur demandez aux députés de cette majorité de prendre parti, là, cette fois-ci. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Enfin, c'est un peu facile d'avoir créé le chaos à tous égards, et les députés de La République En Marche y ont contribué depuis 5 ans, parce que le spectacle qu'ils ont donné à l'Assemblée nationale de blocage permanent des propositions des oppositions et d'amateurisme a contribué, pardonnez-moi. Mais la responsabilité revient aussi au groupe LR de prendre votre... Et nous le ferons, moi je vous parle de moi personnellement. Oui, personnellement. Et je le fais. Le groupe, ce sera liberté de vote ?
Oui, comme à chaque fois d'ailleurs. Nous sommes des grands garçons et des grandes filles, et encore plus depuis qu'on a été réélus. Chacun prendra ses responsabilités. Bien sûr, chacun prendra ses responsabilités. Un dernier mot là-dessus avant de parler de votre parti. Évidemment, est-ce qu'Elisabeth Borne, pour vous, doit demander un vote de confiance de l'Assemblée nationale ou pas? Le courage politique pousserait à le faire. Est-ce qu'elle aura ce courage politique? Je n'en suis pas certain du tout. Mais c'est une situation qui, de toute façon, ne pourra pas durer ainsi. Moi, je ne crois pas à la dissolution. Tout ça, c'est pour se distraire les uns et les autres, mais il n'y aura pas de dissolution. Ce qui me craint le plus, ce qui m'inquiète le plus, pardonnez-moi, c'est l'idée que Emmanuel Macron s'accommode du chaos. Parce que lorsque vous voulez incarner la stabilité face aux extrêmes, le chaos, ça vous va. Et d'ailleurs, depuis 5 ans, il l'a plutôt bien organisé. Face à l'extrême droite, face à l'extrême gauche. Et je ne voudrais pas que, dans une idée cynique, dont je n'espère pas que le président de la République l'ait, je le dis très franchement, il y ait cette volonté pendant 5 ans d'organiser le chaos pour apparaître comme étant le point de stabilité. Ce serait une faute politique, républicaine et démocratique colossale. Excusez-moi, mais si, dernière petite question sur Elisabeth Borne, mais si il n'y a pas de vote de confiance qui est demandé, est-ce que vous pourrez reconsidérer la question de la motion de censure? Oui, mais nous n'avons pas aujourd'hui une majorité à nous seuls pour porter une motion de censure. En tout cas, de voter avec d'autres partis pour la motion de censure. Non, la motion de censure, c'est non seulement bloquer le gouvernement, mais c'est aussi proposer soi-même un projet politique. Pardon, mais je suis un garçon basique. Est-ce que est-ce que j'envisage de partager un projet politique avec la France insoumise ou avec le Rassemblement national? Ma réponse est non. On va parler de ce qui s'est passé dans votre groupe hier. Oui, Olivier Marleix, donc, est votre nouveau président de groupe. Est-ce que ce ne serait pas quand même la victoire, là, nette, précise, de la ligne Wauquiez-Ciotti? Je n'en sais rien. C'est d'abord la victoire d'Olivier Marleix que je félicite, qui a tout. Vous avez soutenu, vous avez voté pour lui? Le vote est secret, vous le savez. En tous les cas, aujourd'hui, c'est notre président de groupe, et c'est le président de groupe de tout le monde. Et je sais qu'il assumera parfaitement cette responsabilité. Il en a l'expérience, la droiture et la solidité. Mais ne faites pas des projections et des billards à 10 bandes sur l'élection interne. Oh non, moi aussi, je suis plutôt basique. Hein. C'est très bien, vous avez raison. C'est d'ailleurs comme ça qu'on comprend mieux la démocratie et la vie politique. Et en l'espèce, Olivier Marleix, c'est la victoire de celui qui sera notre représentant durant les années qui viennent, et dont on sait qu'il n'y aura aucune discussion possible sur des marchandages politiciens avec les uns et les autres. Concernant le parti, puisque Christian Jacob a dit il quittera la tête du parti dans les prochains jours, est-ce que vous avez envie de lui succéder? C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas sur une affaire de succession. Si votre question est de dire... Est-ce que vous êtes candidat? C'est plus clair. Je ne sais pas quelles seront les conditions électorales, je ne sais pas tout ça, et je vous le dis très sincèrement, si j'étais candidat aujourd'hui, si j'avais pris ma décision, je vous le dirais. Ce que je sais en revanche, c'est que si notre famille politique ne se secoue pas, et je le dis sans injonction, je le dis parce que j'aime cette famille politique, et les valeurs qu'elle porte, elle va mourir. Et si elle meurt, ce sera un problème pour nous, certainement, on en sera fortement triste, mais ce sera un vrai problème pour notre démocratie. Nous avons besoin, au regard de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ces points de repère-là. Et donc nous sommes à la croisée des chemins. On voit bien dans notre vie politique que des cycles sont en train de passer. Christian Jacob a fait un travail incroyable de dévouement, de fidélité à nos valeurs. Désormais, on arrive sur un autre cycle. Et pour ma part, j'ai suffisamment exploré les aventures individuelles depuis quelques années. C'est plutôt mon tempérament, mon caractère. Quand vous êtes élu dans une terre aussi hostile que le Lot, vous forgez un caractère assez solitaire et individuel. Mais j'ai suffisamment exploré ces expériences-là, pour avoir désormais envie d'une expérience plus collective. Donc et je crois... Vous avez plutôt envie d'y aller. Mais quelles seront les conditions? En tous les cas, j'ai dit un peu brutalement le dimanche soir de l'élection que, y compris ma génération, nous ne revenions pas à l'Assemblée nationale pour enfiler des perles. Oui, parce que si on revient et qu'on s'endort tout doucement, on ne se réveillera pas. Il faut que chacun... Quel va être le déclic? Parce que là, vous nous dites, vous avez envie, vous y réfléchissez, mais votre décision n'est pas prise. Qu'est-ce qui va faire que votre décision sera prise? Le collectif. Est-ce que mes amis politiques, est-ce que moi-même, nous sommes capables de lucidité, de faire des efforts? Ça vaut pour mes amis politiques comme pour moi. En se disant, c'est le moment d'incarner quelque chose qui attire l'attention des Français sur nous. Ça vaut sur la forme, mais pas seulement, ça vaut aussi et principalement sur le fond. Qu'avons-nous à dire sur l'écologie? Qu'avons-nous à dire sur la défense des plus fragiles? Qu'avons-nous à dire sur la société de surconsommation folle que nous connaissons aujourd'hui? Qu'avons-nous à dire sur la lutte contre les violences conjugales? Tous ces sujets qui sont des sujets
de blessures du quotidien de nos concitoyens. Je pense que ce qui demain fera à nouveau la noblesse et l'intérêt de la politique, c'est la sincérité, c'est l'authenticité et c'est la capacité à apporter des solutions aux problèmes du quotidien qu'on a souvent négligés. Moi, je ne veux pas demain faire de la métapolitique. Je ne veux pas me demander si notre société est plutôt libérale, étatiste. Tout ça, c'est formidable. Ça m'intéresse beaucoup. Mais ce qui intéresse les Français, c'est comment on règle leurs problèmes au quotidien. Et à Sauf partir que dans de là, la liste on des construit problèmes, l'idéologie. vous ne nous avez pas parlé de sécurité, d'immigration, des questions identitaires. Est-ce que pour vous, il faut que les Républicains tournent cette page, aillent vers une ligne plus centriste et non vers une ligne qui était très à droite, qui est la ligne plutôt d'Éric Ciotti ou de Laurent Wauquiez? Pas une ligne centriste, une ligne populaire. Est-ce que c'est une ligne? J'en sais rien, mais en tous les cas, redevenir cette grande famille politique qui parle à l'ouvrier, à la personne modeste, à la personne fragile, comme à ceux qui ont réussi dans notre pays. Être à nouveau cette famille politique qui parle à la jeunesse. Donc c'est pas une question de ligne. Moi je suis certain qu'on peut... Un peu quand même. Éric Ciotti, vous le reconnaissez, ce ne sont pas ses sujets prioritaires. Lui, il considère que la droite doit être une droite assumée, notamment sur ces questions. Vous dites que c'est pas la bonne ligne. Je considère aussi que la droite doit être une droite assumée. Et sur des questions régaliennes, sur les questions de laïcité, je n'ai pas un millimètre d'écart avec mes amis. Je dis simplement que désormais, il ne nous faut pas abandonner cette jambe-là. Elle est absolument essentielle. Mais les Français nous ont beaucoup entendus sur ces sujets. Et non, pas trop. Ils nous ont beaucoup entendus et ils nous savent crédibles sur ces sujets. Donc Aurélien, vous appelez à une refondation totale du grenier à la cave. Il faut aller sur tous les autres sujets sur lesquels on ne nous entend plus et sur lesquels nous avons des choses à dire. Oui, c'est une refondation du sol au plafond. Mais si nous ne le faisons pas, je le redis, le seul appel à la lucidité que je fais à mes amis, avec qui je discute beaucoup depuis 72 heures, beaucoup plus que depuis 5 ans, parce que j'ai fait des efforts et eux aussi. Et ça nous fait du bien. Je leur dis, si nous pensons collectivement qu'on va s'en sortir comme ça, c'est qu'on n'a rien compris au film. Et donc oui, il faudra que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous voyez bien que notre vie politique est en train de prendre une respiration profonde dont on ne sait pas où est-ce qu'elle va nous amener. Les Républicains ne peuvent pas être les seuls à ne pas le faire. Mais je vais vous dire, j'ai bon espoir, depuis quelques jours, que ce que je dis là soit entendu. Mais est-ce que l'édifice, il doit continuer à avoir le même périmètre? Est-ce que l'édifice, il peut continuer à aller de Xavier Bertrand, de vous, jusqu'à Laurent Wauquiez, Éric Ciotti? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas clarifier les choses et affirmer une ligne plus claire pour les électeurs? Mais nous aurons à trancher cela entre nous, en discutant avec nos militants, avec les Français, et puis avec nous-mêmes. Moi, je pense que notre force immense, c'est cette complémentarité. Je pense aussi qu'il faut désormais déporter les regards sur tous les sujets que nous n'avons plus explorés. Tout le temps nécessaire pour que les Français nous regardent à nouveau, s'intéressent à nouveau à nous. Est-ce que nous sommes capables de le faire ensemble? Je l'espère du fond de mon cœur, de toutes mes forces. Et je fais tout ce qu'il faut pour que nous y parvenions. Et sinon, Aurélien Pradier? Est-ce que nos chemins doivent se séparer? Je ne l'imagine pas. Je vous dis les choses très simplement, et c'est ma réflexion depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Je n'imagine pas que les chemins des uns et des autres se séparent. Parce mais que... si ça restait en l'état... Est-ce que vous ne risquez pas de retomber dans des batailles d'ego, Aurélien Pradier? C'est aussi ça le risque. Nous n'avons pas le droit de retomber dans des batailles d'ego. Donc il nous faut trouver nos solutions dans les jours et les semaines qui viennent pour se dire, est-ce que nous avons envie de cette bataille collective? Chacun faire un effort et s'entendre sur la stratégie. Et est-ce que le successeur qui de doit être une Christian stratégie Jacob populaire doit être le candidat à la présidentielle? Ou est-ce que ça doit se faire en 2 temps? Non, vous savez, moi je trouve curieux ces espèces de réflexes que nous avons. Non, mais on a beaucoup entendu que Valérie Pécresse, elle avait été désignée trop tard, que du coup, elle n'a pas eu le temps de s'installer, elle n'a pas eu le temps d'imprimer. Bon. Est-ce que là, il faut quelqu'un qui incarne beaucoup plus tôt? Ce sont deux choses différentes que vous évoquez. Est-ce qu'il faut préparer beaucoup plus tôt notre candidat à la présidentielle? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut qu'il soit président du parti? Je n'en sais rien. J'observe juste que Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Emmanuel Macron, se sont départis de leur parti politique pour aller devant les Français. Ce serait curieux que nous fassions un chemin. Et Aurélien inverse. Pradier, pour être très clair, si vous n'étiez pas entendu dans ce besoin de refondation et que finalement la droite républicaine restait dans ses vieux réflexes, vous dites ce sera sans moi. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Vous comprenez quand même que cette famille politique, c'est l'essentiel de ma vie politique. Vous me connaissez un peu pour savoir que la fidélité et la loyauté, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental. Et donc je ne veux pas avoir cette idée-là dans la tête. Je suis certain que nous avons les ressorts
pour faire respirer notre famille politique. Je sais que quand je parle de génération, ça hurle parce que on me dit mais c'est la guerre des jeunes contre les plus âgés. C'est pas le sujet. Je dis simplement que dans des cycles politiques, nous avons aussi besoin d'une nouvelle génération, qu'elle n'est pas un problème, mais qu'elle peut être un atout pour tout le monde. Merci Aurélien Pradier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de La Voix du Nord. Emmanuel Macron ne lâche rien. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup.